Salut. Vous êtes déjà réveillé? Haha. On se lève et on se réveille. Un jour sans fin est un film vraiment unique. Bien que le film soit sorti il y a bien longtemps, en 1993, et que beaucoup de gens ne l'ayant tout simplement pas vu, presque tout le monde connaît l'expression « un jour ». Anakana et Skulispeson, un jour sans fin. Quelle est la date aujourd'hui? Nous sommes le 2 février, le jour de la marmotte. Parce que la sensation que chaque nouveau jour n'est qu'une copie du précédent, tout le monde la connaît. Ma vie s'est arrêtée. Je me suis tué tellement de fois que j'ai l'impression de ne plus vivre. Des millions de personnes aiment ce film pour une raison évidente et parfois désagréable, parce qu'ils s'y reconnaissent. De plus, si vous avez revu Un jour sans fin ne serait-ce qu'une seule fois, vous avez sûrement remarqué qu'à chaque nouveau visionnage, le film semble de moins en moins être une simple comédie romantique. Et plus on vieillit, plus ce film suscite en nous des réflexions inattendues, profondes et parfois même sombres. Peut-être que tout cela n'est pas si effrayant. La vie reste toujours la vie. Et ce n'est pas du tout un hasard. En effet, le scénariste d'Un jour sans fin, Danny Rubin, avait initialement imaginé ce film un peu différemment de la version hollywoodienne édulcorée que nous avons finalement vue à l'écran. Je connais si bien ton visage que je pourrais le sculpter les yeux fermés. Je t'aime. Dans cette vidéo, nous évoquerons ce que Un jour sans fin devait être à l'origine. Pourquoi la vie dans une seule et même journée, où il semble que tu n'as besoin de rien et que tu es pratiquement immortel, finit par devenir un véritable supplice avec le temps? Combien de temps le personnage principal, Phil Connors, a-t-il passé dans la boucle temporelle? Pourquoi celle-ci a-t-elle commencé et qu'est-ce qui a réellement permis de la briser? Comme je l'ai déjà dit, il s'est passé une chose très rare avec Un jour sans fin. Le film a traversé plusieurs décennies et son titre s'est littéralement détaché de l'œuvre elle-même pour vivre désormais séparément du film. On peut compter de tels films sur les doigts d'une main. Des exemples comme Matrix et Santa Barbara me sont venus à l'esprit. Peut-être que vous pourrez en citer d'autres. La raison en est que le film a parfaitement capturé des sensations familières à presque tout le monde. Cet état où la vie semble cesser d'avancer et commence à tourner en rond. Réveil, café, trajet, travail, téléphone, télévision, sommeil. Et chaque nouveau jour ne fait que copier légèrement le précédent. Encore et encore. Chacun a sa propre journée de la marmotte. Mais le génie du film ne réside pas seulement là. Il montre non seulement un problème que tout le monde connaît, mais il amène aussi progressivement le spectateur à réfléchir à la façon de sortir de cette stagnation intérieure. Mais avant de comprendre comment le film y parvient, passons d'abord rapidement en revue l'intrigue du personnage principal, Phil Connors. Phil Connors est présentateur météo à la télévision. C'est un homme qui souffre d'une allergie chronique aux gens, à son travail et à sa propre vie. Qu'est-ce que tu veux, Phil? J'ai séjourné dans cet hôtel miteux il y a 2 ans. C'était horrible. Je ne resterai pas ici. Avec le caméraman et le producteur, il arrive dans la petite ville de Punxsutawney, où chaque année, le 2 février, on célèbre la fête du jour de la marmotte. Une fois par an, toute la nation suit avec intérêt le maître en Pennsylvanie. Pour tout le monde, c'est un charmant festival local. Mais pour Phil, c'est une autre journée de travail sans intérêt parmi des gens qui ne font que l'agacer. Vous nous quittez aujourd'hui, monsieur. La probabilité que je parte est de 100%. Après le tournage, une tempête de neige ferme les routes et force notre personnage à passer une nuit supplémentaire en ville. Et le matin, l'impossible se produit. Phil se réveille de nouveau le 2 février. Avec la même chanson, dans la même chambre, parmi les mêmes visages, il se retrouve dans une boucle temporelle. Au début, Phil est choqué, mais il comprend vite que la situation lui offre des possibilités infinies. On peut voler de l'argent sans être puni, mentir, séduire des femmes, semer le chaos, manger tout ce qu'on veut et littéralement tout faire sans aucune conséquence. Demain, tout reviendra de toute façon en arrière. Ah, levons-nous et réveillons-nous. N'oublions pas de mettre nos chaussures, parce qu'il fait assez froid aujourd'hui. Avec le temps, Phil comprend qu'il est insupportable de vivre dans un monde où rien ne change.
Phil tente de se suicider, mais chaque matin, la réalité l'indifféremment ressuscite dans la même chambre. Je me réveillais chaque matin sans la moindre égratignure. C'est seulement lorsque Phil cesse de tromper le système et commence à changer, apprenant le piano, le français, la sculpture et aidant les habitants de la ville. Monsieur Connor, c'est mon véritable ami. Tu es le meilleur, meilleur que tous les autres. Le temps commence enfin à bouger. Et un matin, nous sommes enfin le 3 février. Tu sais quel jour on est? Aujourd'hui, c'est demain. C'est arrivé. Maintenant, quand on raconte l'intrigue du film, on a l'impression que le studio se serait littéralement arraché ce scénario. L'idée est à la fois si simple et géniale, et en même temps infiniment riche en situations comiques. Mais en réalité, tout s'est passé tout autrement. Danny Rubin se souvenait qu'on l'avait invité des dizaines de fois à des réunions où on lui disait à quel point c'était un bon scénario. Mais pour une raison quelconque, on n'en arrivait jamais au contrat. Même son propre agent affirmait que le scénario était génial, mais ajoutait qu'il serait presque impossible de le vendre. Et tout cela parce que Rubin n'avait pas du tout conçu ce film comme une comédie romantique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, qu'y avait-il dans ce scénario qui à la fois fascinait et rebutait ? Comme je l'ai déjà dit, le scénario a longtemps été refusé. Mais finalement, le destin a tout de même réuni Danny Rubin et Harold Ramis. C'est justement cela qui a largement déterminé les changements suivants. En fait, Ramis était un réalisateur de comédie. En fait, toute sa carrière était centrée sur le genre comique. Bien sûr, cela a forcément influencé le scénario de Rubin. Par exemple, selon l'idée initiale, le personnage principal devait être un jeune homme, âgé d'environ 25 à 30 ans. Quand on se penche sur le film, cela paraît logique. Phil se comporte de manière arrogante, infantile, et selon l'idée de départ, au début de l'histoire, il devait être quelqu'un qui n'était pas encore complètement formé, afin de vivre une véritable transformation intérieure à la fin. C'est pourquoi la jeunesse du héros dans le scénario semblait logique. Mais Ramis a proposé le rôle principal à son ami Bill Murray. Murray avait déjà tourné plusieurs fois avec Ramis. De plus, ils avaient travaillé ensemble sur SOS Fantôme, où Ramis était non seulement l'un des scénaristes, mais jouait aussi l'un des rôles principaux. Nous avons oublié de tester notre équipement. J'ai bien peur que ce soit de ma faute. Moi aussi. Pourquoi s'inquiéter? Chacun de nous a un accélérateur nucléaire non breveté sur le dos. Pour comprendre à quel point ils étaient un approche, il suffit de dire que Murray est devenu le parrain de l'enfant de Ramis. C'est pourquoi Ramis a invité Bill, qui avait alors 43 ans, pour le rôle de Phil. Et cela, convenez-en, diffère sensiblement de l'idée initiale de Rubin. Mais pour être juste, il faut dire que Murray a brillamment réussi dans ce rôle. Et c'est en grande partie parce qu'il a beaucoup échangé avec Rubin et s'est vraiment imprégné du scénario. À tel point que de sérieux désaccords créatifs sont apparus entre lui et le réalisateur Harold Ramis. À cette époque, Murray traversait un divorce difficile et était très irritable. C'est Bill qui insistait pour que le film soit plus sérieux et philosophique, car il avait ressenti les idées de Rubin plus profondément que les autres. Attendez-vous à un hiver froid, sombre, et il durera éternellement. À un certain moment, le conflit entre Murray et Ramis est devenu si intense qu'un jour, Harold a perdu son sang-froid, a attrapé Bill par le col et l'a plaqué contre le mur. La fille de Ramis l'a mentionné dans ses mémoires. Un jour sans fin est devenu leur dernière collaboration. Après une dispute sur le tournage, ils ont cessé de se parler. 20 ans plus tard, alors que Harold était déjà très malade, Bill Murray est finalement venu le voir pour se réconcilier. À sa manière habituelle, Bill est arrivé sans prévenir à 7h du matin, accompagné d'une escorte policière et d'une douzaine de beignets. La même année, Harold Ramis est décédé. Mais revenons au scénario. Qu'est-ce qui a encore été modifié dans le scénario ? Dans la version finale du film, le rôle clé dans toute l'histoire et surtout dans la transformation de Phil est joué par Rita. C'est elle qui devient son principal intérêt amoureux et à cause de cela, le film commence à être perçu comme une comédie romantique. Toi et moi, on a vécu une journée unique. On a l'impression que Phil change uniquement parce qu'il tombe amoureux. Et la boucle temporelle se brise au moment où une véritable intimité naît enfin entre eux. Comme si l'amour le sauvait littéralement. Comment es-tu arrivé ici? Tu as dit « reste » et je suis restée.
Dans le scénario original de Rubin, tout était un peu différent. Rita, bien qu'elle soit présente, ne jouait pas un rôle aussi central. Dans une interview, Rubin lui-même disait que c'était avant tout une histoire sur Phil et que tout tournait principalement autour de lui. La principale question à laquelle pensait le scénariste au tout début du travail était celle de l'immortalité. Une seule vie suffit-elle à une personne pour changer ? Surtout si cette personne est mentalement restée bloquée à l'adolescence. Rubin lui-même expliquait qu'il était parti de l'idée de l'immortalité, puis qu'il lui avait trouvé une forme plus cinématographique. L'éternité condensée en une seule journée qui se répète. De plus, il s'intéressait aussi aux idées de l'existentialisme, un courant philosophique affirmant que l'homme n'a pas de destinée prédéfinie. D'abord, il existe simplement, puis il trouve un but et sa propre destinée dans un monde chaotique et absurde, en assumant l'entière responsabilité de ses décisions. En fait, c'est exactement ce qui arrive à Phil. Nous y reviendrons un peu plus tard. Malheureux est celui qui ne vit que pour lui-même. Sa vie perd son sens le plus élevé. Fait intéressant, Rubin a discuté avec Harold Ramis à la fois du bouddhisme, des idées de réincarnation et de la cyclicité de l'existence. Finalement, tout cela s'est à peine reflété dans la version finale du film. Parce qu'il a été décidé à un moment de tout traduire dans un langage plus accessible au grand public. Cependant, on peut dire une chose avec certitude. En tant que comédie romantique, Rubin n'avait pas initialement conçu Un jour sans fin. De plus, il a lui-même admis plus tard que le point de départ de l'histoire n'était même pas le bouddhisme, mais plutôt des réflexions qui lui sont venues après avoir lu le roman d'Anne Rice, Lestat le vampire. Plus tard, cet univers a été adapté à l'écran dans Entretien avec un vampire avec Brad Pitt et Tom Cruise. Nous sommes des prédateurs. Nos yeux qui voient tout nous trahissent. Cessons de mourir de faim. Ironiquement, à l'origine d'Un jour sans fin, il n'y a pas vraiment une histoire d'amour, mais plutôt une saga de vampires. Comme le racontait Rubin, un jour il était assis dans une salle de cinéma et il se demandait « Qu'arriverait-il à une personne si elle se retrouvait soudainement avec un temps infini devant elle ? Qu'adviendra-t-il de sa morale, de ses désirs, de sa personnalité ?» Après la sortie du film, on l'a souvent interrogé sur la philosophie de Friedrich Nietzsche et le concept d'éternel retour, l'idée que la vie se répète à l'infini. Mais Rubin n'a pas exclu qu'un tel lien soit possible. De plus, il racontait que les gens lui envoyaient constamment toutes sortes d'interprétations du film, allant d'une histoire nietzschéenne et d'une parabole bouddhiste à une allégorie chrétienne et même à une variation du mythe de Sisyphe. Concernant d'autres changements, certains moments importants du scénario initial n'ont pas été retenus dans la version finale. Par exemple, alors que dans le film nous voyons Phil tomber dans la boucle, dans la version initiale, le film devait commencer déjà au milieu de cette boucle. Au début, Phil surprenait le spectateur par sa capacité à deviner les événements. Dans 5 secondes, le serveur fera tomber un plateau de vaisselle. Et ce n'est qu'ensuite qu'on expliquerait ce qui lui arrive. Il est curieux que la question de la cause de la boucle temporelle dans le film reste elle aussi sans réponse. Il faut le préciser. Le studio voulait que tout soit clairement expliqué au spectateur, mais Danny Rubin insistait sur le fait que ce n'était pas important. Et dans ce cas, il a réussi à convaincre le studio. Rubin lui-même racontait qu'il avait envisagé différentes explications. Une machine, une malédiction, une anomalie, mais selon lui, toutes ces options ne faisaient qu'appauvrir l'idée de base. Selon lui, c'est justement le refus de donner une réponse directe qui a rendu le film plus existentiel. En effet, cette histoire ne doit pas tourner autour du mécanisme de la boucle et de la solution technique pour en sortir, mais autour de la question philosophique. Que vas-tu faire maintenant, puisque tout cela t'est déjà arrivé ? De plus, dans le scénario initial, il y avait la voix off de Phil lui-même, qui devait guider le spectateur tout au long de l'histoire. Dans le film, cette idée a également été abandonnée. Et même la fin était à l'origine nettement plus cruelle. Dans l'une des versions racontées plus tard par Rubin, après la libération de Phil, c'est Rita elle-même qui se retrouvait piégée dans la boucle. Mais finalement, le film a renoncé à ce tournant cruel. Tout cela a finalement influencé la perception du personnage principal, Phil Connors. De nombreux moments qui aident à vraiment comprendre le sens du film ont été coupés ou délibérément laissés sans précision. Le film ne dit jamais combien de temps Phil a vécu dans la boucle temporelle. Il n'y a pas de chiffre précis, les créateurs ont délibérément supprimé toute précision, alors qu'en réalité c'est très important.
Rubin lui-même a dit que le studio, selon ses propres mots, voulait réduire l'histoire à une durée presque ridiculement courte. Mais il comprenait que la transformation du héros paraîtrait alors invraisemblable. Combien de temps y a-t-il vraiment passé ? Si l'on regarde les compétences que Phil parvient à acquérir, on peut au moins tirer quelques conclusions approximatives. Il commence à parler français. Fille que j'aimerais, ça comme mon frère, et c'est bon, verra. Pour une personne anglophone, même selon les estimations les plus modestes, cela représente au minimum 6 mois à 1 an d'études sérieuses et quotidiennes. Nous voyons qu'il maîtrise la sculpture et façonne Rita en neige avec assurance. C'est prêt maintenant. Elle est belle, c'est incroyable. Elle fait des sculptures de glace. Tu savais qu'il était sculpteur ? Pour atteindre ce niveau, il faut déjà des années de pratique. Et la compétence la plus difficile que montre le film, c'est sans doute jouer d'un instrument à clavier. À ce niveau d'exécution, on parle d'environ 10 à 15 ans de pratique très consciente et régulière. Il est peu probable que Phil ait tout fait en même temps. Donc il faut additionner toutes ces périodes, et si l'on considère qu'il faisait sûrement autre chose, par exemple étudier les habitants de la ville, alors on parle d'au moins des dizaines, voire des centaines d'années. Il me faut 1 an pour ça ? Non, seulement 6 mois, 4 ou 5 heures par jour, sans problème. Mais dans le film, tout cela passe en quelques minutes à l'écran. Nous n'avons pas le temps de ressentir l'ampleur. Et ce qui est encore plus important, nous n'avons presque pas le temps de réfléchir à ce que peut ressentir une personne enfermée dans le même jour pendant des décennies, voire des siècles. Et c'est ici qu'il est tout à fait pertinent de se tourner vers la psychologie et la neurobiologie. Un jour sans fin traite la boucle temporelle de façon comique. Mais si l'on y réfléchit, avec un nombre suffisant de répétitions, cela cesse d'être drôle et commence à ressembler non pas à une blague, mais à une forme sophistiquée de torture psychologique. On enferme quelqu'un dans une réalité si stable qu'elle en devient écœurante. Et imagine que tu es coincé à un endroit. Et chaque nouveau jour répète le précédent. Les mêmes visages, les mêmes conversations, la même journée. Un séjour prolongé dans une telle réalité peut tout à fait être comparé à l'étude de personnes vivant dans des conditions d'isolement et dans un environnement fermé. Par exemple dans des stations antarctiques ou spatiales. Toutes ces recherches s'accordent sur un point. L'uniformité et le choix limité influencent l'humeur, la satisfaction à l'égard de la vie et les fonctions cognitives. Alors, comment tu vas, Phil ? Je suis à bout, il n'y a pas d'issue. Du point de vue de la neurobiologie, le problème de Phil n'est même pas que la journée se répète en soi, mais que son esprit se retrouve enfermé dans une prévisibilité presque stérile. Le cerveau n'a rien à quoi se raccrocher, sauf à créer frénétiquement de la nouveauté lui-même. D'où viennent ces efforts pour apprendre des langues, jouer du piano, s'essayer à la sculpture, mémoriser la ville en détail ? Et peut-être que le plus destructeur ici, ce n'est même pas l'ennui, mais la perte de sens. À quoi bon faire quoi que ce soit si demain sera de toute façon hier ? C'est précisément à partir de là, semble-t-il, que commence la véritable transformation de Phil. En fait, nous voyons comment sa psyché traverse presque les étapes classiques de l'acceptation de l'inévitable. Le déni. Phil Connors. La colère. Phil Connors. Le marchandage. Donne-moi une chance. La dépression. Et seulement après, l'acceptation. Phil Connors. Mon agent d'assurance. Si l'on se réfère à l'existentialisme, son idée principale est que le sens n'est pas donné à l'homme à l'avance. Il faut le créer soi-même. Et Phil, à un certain moment, commence vraiment à trouver ce sens en aidant les gens de cette petite ville. Phil, tu as de la chance. Un jour sans fin est unique en son genre. Sous l'apparence d'une comédie, il cache en réalité des réflexions très profondes, mais en même temps compréhensibles pour presque tout le monde, sur la vie. Je me demande à quoi aurait ressemblé ce film s'il avait été réalisé exactement comme Danny Rubin l'avait imaginé. Peut-être qu'il aurait été plus sérieux, plus sombre et plus philosophique, mais serait-il vraiment devenu un film populaire pour autant ? Il est impossible de répondre de manière définitive à cette question aujourd'hui. Harold Ramis a peut-être effectivement simplifié l'intrigue et adouci le ton. Mais c'est précisément grâce à cela qu'il a rendu le film accessible à presque tout le monde. Et qui sait, c'est peut-être pour cette raison qu'après tant d'années, on s'en souvient encore, et que l'expression « jour de la marmotte » est devenue une partie de la culture populaire.
Mais surtout, le film ne se contente pas de montrer le problème de la répétition sans fin, des routines ennuyeuses et de la sensation que chaque jour copie le précédent, il propose aussi une réponse sur la façon de sortir de cet état. Pour Phil, cela signifie littéralement sortir de la boucle temporelle. Mais si l'on élargit cette question au-delà de l'intrigue, elle prend une dimension plus globale. Comment retrouver le bonheur et le goût de la vie quand il n'y a pas d'avenir et que demain sera probablement encore une copie d'hier ? Et la réponse, ce film la cache dans le dialogue clé de Phil. Peu importe ce qui se passera demain et jusqu'à la fin de ma vie. Et je suis heureux maintenant. Je t'aime. Mais il semble d'abord que tout cela vient simplement de son rapprochement et de son amour pour Rita. Mais si l'on se rappelle tout le contexte du film et l'idée initiale, autre chose est plus important ici. La clé n'est pas seulement dans la déclaration d'amour, mais dans le fait que Phil accepte pour la première fois la vie telle qu'elle est. Quoi qu'il arrive demain et jusqu'à la fin de mes jours. Et je suis heureux maintenant. Et il dit en fait qu'il est prêt à être heureux ici et maintenant. Et c'est peut-être là le principal commentaire du film sur notre propre routine. Ne pas attendre un moment parfait à venir, ne pas remettre la vie à un lendemain incertain qui, peut-être, n'arrivera jamais, mais apprendre à trouver du sens, de la plénitude et de la joie dans le présent, aussi monotone qu'il puisse paraître.